Bien, donc bonjour à tous et à tous pour ce talk sur feux de forêt. Y a-t-il encore une saison? La question que nous poserons à nos trois invités, que je vais présenter par ordre alphabétique et avant de faire une petite introduction. Tout d'abord, le colonel Grégory Allione, qui est directeur départemental du ZIS-13 et président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et que je remercie de prendre un peu de son précieux temps pour discuter avec nous. Le contrôleur général François Pardon, qui est chef d'état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité sud, donc réellement au cœur de l'action de l'État en matière de lutte contre les feux de forêt. Et puis, M. Rémi Savasi, qui est directeur adjoint de l'Agence de défense de la forêt contre les incendies Midi-Méditerranée à l'Office national des forêts, qui va nous éclairer aussi sur cette problématique de la forêt et du changement climatique. Donc, bonjour à tous, merci. Chaque année, environ 4000 feux de forêt embrassent les forêts françaises du fait du réchauffement climatique, mais ça a toujours été dans un certain niveau. Ces incendies pourraient se faire, donc, dit-on, plus fréquents, plus intenses, moins localisés sur le sud de la France, donc un risque qui s'agrandit. D'après un rapport de juillet 2010 de la mission interministérielle changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêt, 50% des forêts métropolitaines seraient soumises au risque incendie élevé dès 2050. Alors évidemment, ça dépend des scénarios du GIEC, mais on voit bien que le risque pèse. Alors, les feux de forêt ne se condamnent déjà plus à la zone méditerranéenne, hein, ils s'étendent vers le nord. Près de 5 hectares qui ont brûlé, par exemple, en forêt de Fontainebleau en août 2020. En 2019, ce sont plus de 15 000 hectares de forêt qui ont brûlé. Le Portugal et l'Espagne sont les pays européens les plus touchés. La sécheresse et le changement climatique s'amplifiant, les forêts brûlent également en hiver. On peut noter le février 2020 avec près de 3 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée en Corse. Donc la saison des incendies de forêt est démarre souvent en juin pour se terminer en septembre-octobre, mais aujourd'hui on voit que c'est bien au-delà. Alors, je voudrais vous proposer une première question. D'abord, peut-être une question pour Monsieur Rémi Savasi, parce que cette évolution du risque dans le cadre du changement climatique, on l'a mesuré, mais on l'explique par quoi? Par la sécheresse, par le manque de pluie, enfin ça va un peu ensemble d'ailleurs tout ça, mais il y a aussi le problème des nappes phréatiques, ou par d'autres, un ensoleillement plus fort, une température plus élevée. Qu'est-ce qui conditionne, si vous voulez, les éléments climatiques pour accroître ce risque de feu de forêt? Alors, on a plusieurs éléments. On a déjà effectivement une augmentation des sécheresses et notamment des événements un peu extrêmes. Que ce soit dans notre zone habituelle ou qui est exposée aux feux de forêt, donc le sud-est et le sud-ouest de la France, on va avoir des phénomènes de plus en plus marqués et de sécheresse et de très fortes températures. On a eu le cas en 2019 où dès le mois de juin, on a eu des très très fortes températures qui ont amené des épisodes de feu assez importants, notamment dans le Gard. Donc on a cette première dimension, mais c'est aussi une augmentation de la sécheresse ailleurs en France. Qui va amener des impacts sur la végétation, notamment en la rendant beaucoup plus vulnérable, voire en créant de la mortalité qui amène du coup une augmentation du combustible disponible. Donc ça, c'est un des premiers facteurs qui joue. Mais ce changement climatique, il va jouer aussi sur l'augmentation de la durée des saisons. On va pouvoir avoir des conditions estivales plus tôt et plus tard. Donc ça aussi, ça joue sans avoir ces épisodes extrêmes, mais cette situation normale qu'on connaît dans l'été, on va avoir des étés plus longs. Et puis on va pouvoir retrouver aussi ces situations à d'autres moments de l'année. Donc votre titre qui dit est-ce qu'il y a encore vraiment une saison de feu de forêt, de moins en moins. Il y a toujours les pôles, la saison d'été, la saison de fin d'hiver, qui est aussi présente, mais on peut avoir à tout moment des conditions un peu défavorables qui vont amener du risque incendie de forêt. Alors, je vais peut-être poser une question au colonel Allione. Avec ce risque qui s'agrandit
dans l'espace-temps, je dirais, comment organiser de manière efficace les services d'incendie et de secours face à ce risque, à ce nouveau risque ou à cette nouvelle période de risque? Je crois qu'il y a trois volets. Premièrement, il doit y avoir une prise de conscience globale avec une véritable conduite du changement, de la prise de conscience. Quand on sait qu'en 2017, le plus gros feu de forêt avait eu lieu dans le Jura avec 170 hectares, quand on sait qu'au mois de septembre 2020, la Bourgogne-Franche-Comté faisait du dispositif préventif, quand on sait qu'en 2020, le contrôleur général Pradon pourrait parler du posé du Dash 8 sur Angers à 4 reprises durant la saison. Donc oui, premièrement, il y a une prise de conscience. Deuxièmement, il y a un sujet capacitaire pour y répondre, parce qu'aujourd'hui, notre pays a configuré son modèle de sécurité civile pour grosso modo donner la possibilité au nord de venir en renfort dans le sud ou dans les Landes de Gascogne. Donc, on est en train d'être bouleversé sur ce schéma-là. Donc, il faut forcément accompagner les collectivités. Puis, je vois qu'il y a des élus qui participent à ce webinaire et qui portent le sujet des collectivités. Donc, forcément, il y a ce sujet d'aider les collectivités dans cette mutation parce qu'il y a deux impacts. Un impact sur le maintien en condition opérationnelle des camions. Il nous faut des camions et il nous faut du personnel, donc il faut le recruter, le former. Il y a tout ce sujet de la résilience. Et le troisième élément, c'est sur la flotte d'avions bombardiers d'eau. Il y a un mouvement que l'État doit aussi accompagner. Il y a une prise en compte par l'État. Le directeur général de la sécurité civile, Gérard Collomb, avait donné le mouvement en justement lançant l'opération d'acquisition des Dash, le renouvellement aussi des hélicoptères bombardiers d'eau avec des nouveaux modèles qui arrivent au sein de la sécurité civile avec la location d'hélicoptères lourds. Il y a également les hélicoptères de commandement parce que le feu de forêt, et je ne parlerai pas de feu d'espace naturel et j'y reviendrai peut-être parce que c'est une sémantique qu'il faut que l'on comprenne. Aujourd'hui, on fait face à des feux de forêt. Le feu de forêt se commande par les airs. Donc oui, 3 volets, accompagnement des territoires pour la prise en compte, et en sachant que le Sud ou les Landes de Gascogne ne sont pas arrivés au modèle de protection aujourd'hui en un claquement de doigts. Il y a eu les années 60 et tout un accompagnement d'aménagement du territoire. Donc, c'est ce que d'autres territoires doivent prendre en compte. Deuxième volet, l'accompagnement des SDIS sur la partie ressources humaines et matérielles. Et troisième volet, le volet aérien, forcément, et renforcer cette capacité de notre pays à faire face à ce changement climatique de fait. Merci, mon colonel. Alors, peut-être justement une question au contrôleur général Pradon, puisque vous êtes à la charnière entre les territoires et l'État, puisque les zones ont un rôle extrêmement important dans l'appui mutuel des départements et dans la compréhension, je dirais, des phénomènes un petit peu globaux. Alors, est-ce que la zone de défense sud, qui a toujours été le berceau, je dirais, du feu de forêt avec un savoir-faire tout à fait reconnu et exceptionnel, arrive à transmettre cela aux autres zones de défense? Alors, je pense à Sud-Est, évidemment, mais il y avait déjà les Landes, donc il y avait déjà une culture assez forte là-dessus, mais aux autres zones de défense, y compris jusque peut-être la zone de Paris-Île-de-France, quand on parle de la forêt de Fontainebleau. Écoutez, votre question est très importante. Sans revenir sur ce qu'a dit le colonel Allione sur les moyens aériens, et si vous voulez, je serai plus précis et je reviendrai dessus si vous me posez cette question. Mais en tout cas, sur l'expérience et l'antériorité de la zone sud, effectivement, depuis les années 70, au fil des temps, la forêt méditerranéenne soumise à ce fléau et cette calamité qu'est le feu de forêt s'est organisée. C'est structuré avec deux mots importants, la solidarité d'un département sur l'autre, parce que tout de suite on s'est rendu compte que un seul département, même le plus important en réponse opérationnelle, n'est pas en capacité quand il y a des déchaînements météorologiques de faire face. Donc un problème de solidarité et aussi un problème de mutualisation des moyens pour qu'on puisse faire face quand il y a des risques globaux, donc sur la Corse, sur le littoral, que ce soit dans le Languedoc ou sur PACA. Alors effectivement, cette expérience riche d'une quarantaine d'années
J'en suis aujourd'hui le porteur, mais en tout cas pas du tout celui qui a fait depuis la genèse, puisqu'on s'est succédé plusieurs à ce poste de chef d'état-major et on ne peut rien sans les SDIS non plus. Donc c'est bien, vous l'avez dit, une charnière entre l'État et entre les structures territoriales que sont les SDIS. Et effectivement, que ça soit avec le sud-ouest, on échange beaucoup avec la zone sud-ouest, donc avec Bordeaux. On commence à avoir des échanges avec le sud-est et inévitablement, on va avoir des échanges importants avec les autres zones, puisque le directeur général, c'est plus à appeler que la campagne Feux de forêt 2020 était pour la première fois une campagne nationale, puisque nous avons été obligés d'envoyer des moyens aériens qui sont normalement dévolus à la zone sud ou à la zone sud-ouest, de les envoyer sur la zone ouest et sur la zone est et sud-est. Voilà, donc effectivement, ce partage de bonnes pratiques, ce partage d'expériences riches depuis une quarantaine d'années va être exporté à l'extérieur avec toute l'humilité qu'il faut avoir dans ce cadre-là, parce que effectivement, il n'y a pas une saison qui se ressemble et on peut être très fort sur une saison et un peu moins sur une autre. Donc, il faut une humilité. Il faut surtout qu'avec Météo France et avec l'ONF, on soit à trois porteurs des bonnes pratiques et d'essayer de dupliquer ça dans les autres zones du territoire français. Alors, j'ai peut-être une autre question pour M. Savasi, parce qu'avant de la lutte contre les feux de forêt, il y a peut-être la préparation, la réduction du risque à la source. Alors, on parle toujours de débroussaillement. Il est évident. Est-ce que ces bonnes pratiques sont aujourd'hui bien acquises, ou est-ce qu'il y a toujours un travail énorme à faire, notamment sur les propriétaires privés, sur cette question du débroussaillage? Débroussaillement, je ne sais pas comment bien dire. Débroussaillement plutôt. Oui. Alors, ces bonnes pratiques commencent à être acquises en région sud, là où le risque est le plus important. Mais même encore là, on continue, nos équipes sur le terrain font de la sensibilisation, font du contrôle et on se rend compte à l'occasion de ça qu'il faut toujours batailler pour que ça reste bien en tête des populations. Donc, il y a toujours un travail en continu à faire sur la culture du risque. Et ça peut être transposé sur le reste du territoire, mais en y faisant attention, parce que pour l'instant, le risque n'est pas encore suffisant pour développer dans tout le territoire des mesures aussi dures que ce qu'on met en œuvre dans les zones les plus à risque. Donc, il faut y aller modérément. Il faut commencer à inculquer la culture du risque, mais quant aux mesures très contraignantes, il ne faut pas se précipiter au risque de les rendre complètement inopérantes, parce que les gens auront l'impression qu'on les contraint pour rien. Donc, c'est important d'avoir une réponse mesurée. Très bien. Par contre, ouais. Je vous en prie. Par contre, en anticipation, ce qui est très important, c'est justement de développer cette culture du risque et d'améliorer la connaissance sur les feux dans les zones en dehors de la zone qu'on connaît très bien et qu'on maîtrise très bien. Et donc, il faut se pencher sur le problème dès maintenant, et tous ensemble, comme le disait le contrôleur général Pradon, il faut qu'on fasse du retour d'expérience sur tout ce qui se passe en dehors de la zone qu'on connaît bien pour améliorer nos connaissances et préparer le terrain pour les collègues qui auront à gérer des choses beaucoup plus prégnantes d'ici 15-20 ans. Très bien. Donc, un travail de graduation et de retour d'expérience sur ce qui se passe. Je vais revenir à la doctrine de lutte. Bon, elle est connue. Il y a notamment la problématique du guet aérien armé. Alors aujourd'hui, la flotte a beaucoup évolué, puisque les trackers ont disparu. Comment aujourd'hui vous faites face, ou vous allez faire face dans cette saison 2021 en termes de moyens aériens sur cette fonctionnalité du guet armé? Peut-être pour le contrôleur général Pradon, cette question.
Écoutez, comme déjà l'année dernière, puisque ça ne nous a pas échappé que le directeur général a pris la décision au mois de février 2020 d'arrêter la flotte de trackers suite à un certain nombre d'incidents et notamment un accident, mais qui n'était pas lié forcément à l'arrêt des trackers, puisque l'arrêt des trackers a été, faut démythifier un certain nombre de choses et surtout revenir sur le vrai arrêt du tracker. C'est donc un incident important puisqu'il y a eu un train qui s'est affaissé au moment d'un chargement de retardant sur le Pélican de Béziers. Et donc à ce moment-là, effectivement, on a pris la décision d'arrêter la flotte des trackers. Donc aujourd'hui, le guerre aérien se fait uniquement avec les Dash. Avec aussi également des Canadair. Et je peux vous dire que la force de l'avion, la rapidité de l'avion et la précision du Dash en font un vecteur redoutable pour le guerre aérien, notamment sur la PACA et sur la région PACA et sur la région du Languedoc, puisque c'est un avion qui va très très vite. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand il est en l'air, il lui suffit de 30 minutes pour être exporté sur la Corse. Voilà. Donc, c'est un engin qui va très vite et qui permet de compenser l'arrêt des trackers. Actuellement, nous avons donc un 5e Dash qui est arrivé et nous aurons, comme l'avait dit tout à l'heure Grégory Allione, on aura les 8 Dash en 2023 pour assurer cette noble mission d'attaque des feux naissants par le guerre aérien. Il ne faut pas oublier, je tiens à le dire, et ça sera peut-être la transition avec le colonel Allione, que l'État fait du guerre aérien, mais les SDIS font aussi du dispositif préventif, le fait qu'on puisse être au plus près de l'intervention et au plus près des dangers et feux de forêt. Et grâce à une analyse très très fine 2 fois par jour, on est capable de savoir où peut se passer des phénomènes importants de danger et feux de forêt. Et donc une complémentarité entre les SDIS et l'État, et donc la zone, on met en place un dispositif de maillage du territoire au plus près pour que l'objectif, ça soit une attaque d'un feu dans les 10 minutes après son éclosion, donc une détection très précoce par le réseau de vigie et le réseau de surveillance, de caméras et autres, et ensuite une attaque très rapide et massive en moins de 10 minutes, que ce soit par les moyens terrestres ou aériens des départements ou pour les moyens aériens nationaux. Voilà, donc c'est la vraie doctrine qui ne changera pas de toute façon sur PACA et qui peut éventuellement être exportée sur d'autres zones, puisqu'on a vu des zones l'année dernière et l'année d'avant commencer à faire des dispositifs préventifs pour justement mettre au plus près des dangers, des zones de danger, les sapeurs-pompiers prêts à intervenir par groupe de 4 camions, puisque notre base élémentaire de lutte, c'est le groupe avec 4 CCF et coordonnée par un chef de groupe, une VLTT. Voilà. Alors, peut-être une question justement pour le colonel Allione, parce que finalement, ces dispositifs complémentaires de ceux de l'État, est-ce que les SDIS en sont également, quand je dis également, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas trop de disparité entre les SDIS et leur capacité financière à effectuer ces locations de matériel qui coûtent assez cher et qui sont propres aux SDIS en lui-même et pas forcément à la taille. Alors, vous direz, plus les SDIS sont riches, plus il y a des enjeux et plus les enjeux justifient la couverture du risque. Donc là, on est d'accord, mais voilà. Et comment trouver cet équilibre? Non, ça va être très compliqué parce que typiquement, si on prend un département qui est soumis dorénavant à un risque important du feu de forêt, et je rejoins notre collègue Rémi Savasi, on a des forêts entières, je pense à la Nièvre, typiquement, où on a des sécheresses successives, des températures importantes qui font que la forêt, les forêts de sapins deviennent de plus en plus vulnérables à cause d'un parasite. Et donc, on se retrouve avec un territoire qui n'aura pas les moyens à un moment donné d'assumer une flotte, une ressource humaine pour faire face. Donc il y a besoin d'une solidarité sur ce fléau que devient le feu de forêt. Pour autant, il y a besoin de monter en charge encore et encore sur ce qui a fait la force de notre pays face aux feux de forêt en zone sud ou dans les Landes de Gascogne. Vous savez, j'ai eu la chance de partir avec 4 autres collègues en Australie. Alors, quand on pense à l'Australie,
on se dit c'est un pays, mais moi je vais raisonner en continent. En continent, à un moment donné, lorsque nous étions sur le continent australien, il y avait 200 feux de forêt actifs. On se dit, mon Dieu, c'est énorme. Oui, mais non. Parce que lorsque l'été, nous avons des moments où il fait très chaud, l'ensemble du continent européen fait face à des journées où il y a 200 feux actifs. Pour autant, pourquoi on regarde la technique française? Et François Pradon le disait, les Canadiens, les Américains, les Australiens commencent à être sensibles à ce que nous avons développé. C'est que nous ne laissons pas, nous tentons de tout mettre en œuvre en prévision comme en moyen de lutte pour éviter qu'un feu dégénère. On essaie de l'attaquer rapidement et lorsqu'il y en a un qui a dégénéré, on va faire priorité à tous les autres feux naissants pour éviter d'avoir deux feux catastrophes. Donc toute cette stratégie qui a été mise en place avec une culture du retour d'expérience, comme le disait notre collègue, nous a permis aujourd'hui d'avoir des résultats qui, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dans cette matière, mais ces résultats-là sont probants, mais il va falloir accompagner certains territoires à aller justement acquérir du matériel, à aller acquérir de la compétence en formation, que ce soit les personnels comme l'encadrement, pour faire face à cette situation-là. Et j'ai quelques inquiétudes dans le sens où louer des hélicoptères bombardiers d'eau, acheter des camions. Un camion feu de forêt, c'est 250 000 euros. Un groupe feu de forêt, lorsque vous réunissez l'ensemble, c'est quasiment 1 million d'euros. Donc, très, très vite, ça monte. Et je ne parle pas des coûts de fonctionnement. Très, très vite, ça monte. Donc, si on est uniquement sur les principes de solidarité de la loi de 2004 actuelle, de notre point de vue, opérationnellement, on va arriver à un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation du risque et pas nécessairement tous les moyens pour y répondre. On s'y prépare. Le directeur général de la sécurité civile en a pris conscience. Tous les directeurs de SDIS en ont pris conscience. Les présidents de SDIS en ont pris conscience. Il y a peut-être besoin d'un petit plus. C'est cela et tout l'intérêt d'un webinaire comme celui-ci et de le faire prospérer par ailleurs pour sensibiliser. Donc, des ressources qui sont néanmoins limitées face à un risque assez évolutif, si je vous entends bien. Je voudrais simplement, avant de poursuivre le débat, rappeler que vous pouvez poser vos questions avec le petit élément Q&A et que si quelqu'un veut prendre la parole, on dirait que je crois que c'était aussi une volonté d'une élue, n'hésitez pas, vous faites lever la main ou raise hand, suivant l'interface que vous avez et vous pourrez, si vous avez une caméra, prendre la parole pour poser votre question. Alors, les questions, je vais me permettre de les prendre au fur et à mesure des thèmes que nous abordons. J'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, alors très pratico-pratique sur la flotte feu de forêt, a-t-on aujourd'hui une visibilité sur un éventuel renouvellement de la flotte CL 415? Grand sujet qui revient régulièrement, les Canadair, avec la problématique de l'interruption de la chaîne et son éventuelle reprise un jour, à quel prix, comment, quand, tout ça. Peut-être que Contrôleur général Pradon pourrait nous faire un petit point de situation. Écoutez, merci de me poser cette question importante. Bon, le directeur général de la sécurité civile que je représente aujourd'hui serait là, peut-être il dirait plus que moi. Je ne vais pas botter en touche, je vais simplement vous dire un certain nombre de choses. Effectivement, notre flotte de Canadair est une flotte bien entretenue. Parce qu'elle est soumise à rude épreuve. Nous sommes pratiquement les seuls à écoper en mer. Donc, vous pouvez penser que quand un Canadair commence à taper sur des vagues, quand il y a des violents feux et qu'on a besoin d'eux, c'est quand il y a du Mistral. Et quand il y a du Mistral, la Méditerranée n'est pas forcément une mer calme et l'étang de Berre non plus, ou les étangs de l'Hérault non plus. Donc forcément, ces avions sont soumis à rude épreuve quand ils écopent 30, 40, 50 fois par jour. Et donc, il y a un entretien qui coûte beaucoup d'argent, mais qui est nécessaire pour que ces avions soient en parfait état de marche. L'année dernière, à peu près 11,5 Canadair disponibles par jour en moyenne. Donc, ça veut dire sur 12. Donc, ça veut dire qu'on on est proche de la perfection au niveau de je dirais, de l'efficacité de la maintenance et des avions. Alors maintenant, effectivement, vous l'avez dit, la chaîne est interrompue. Si nous achetons des Canadair, ça sera obligatoirement des 515 et pas des 415. C'est un engin qui, pour l'instant, est estimé à peu près à 60 millions d'euros. Voilà, donc tout de suite, ça fait un coût. Il y a deux options, sans non plus défrayer la chronique. Il y a deux options. Soit nous
nous essayons de les accompagner jusqu'à une durée de vie normale d'un avion comme celui-là, et c'est-à-dire à peu près 40 à 45 ans. Mais ça veut dire que comme ils ont pratiquement 20 ans, il faut faire ce qu'on appelle dans le jargon aéronautique un rétrofit important pour qu'on puisse l'accompagner encore pour une vingtaine d'années. Soit on décide de faire un rétrofit un peu plus léger, et dans ce cas-là, on envisage de renouveler et de changer la flotte. Voilà. Donc ça sera un problème financier, ça sera un problème sur 5 ou 10 ans, un programme de 5 ou 10 ans. En tout cas, la volonté du directeur général de la sécurité civile, ça c'est sûr et certain, il le dit à chaque fois et à chaque prise de parole qu'il fait devant les directeurs ou devant les chefs d'état-major, c'est une volonté affichée de sa part et une volonté affichée du ministère de l'Intérieur d'enclencher ce renouvellement et cette rénovation de la flotte aérienne. Et je dis bien de la flotte aérienne parce que au milieu de tout ça, il y a deux autres choses. Il y a une chose importante, Grégory Allione l'a souligné à deux reprises, une volonté aussi d'aller sur une complémentarité avec des hélicoptères lourds, et notamment des hélicoptères lourds qui sont pour l'instant loués pendant 2 saisons, mais une volonté aussi de vouloir aller vers une acquisition de machines, donc multimissions, mais pour la partie feu de forêt de largage, donc avec 4 à 4500 litres d'eau, et donc une efficacité redoutable, puisque une précision plus importante, parce que l'engin arrive moins vite sur les feux et peut faire plusieurs choses. Et une deuxième chose, c'est la volonté d'aller jusqu'à 8 Dash, bien sûr, puisque nous avons le contrat jusqu'à 8 Dash. Et également, Grégory Allione l'a souligné tout à l'heure, le combat du feu de forêt, c'est un combat à 3 dimensions avec un commandement hélicoptère. C'est une rénovation aussi de la flotte de nos EC 145 français. Voilà, donc une volonté affichée clairement d'aller vers une modernisation de la flotte. Je ne vais pas vous donner aujourd'hui le timing, je ne vais pas vous donner aujourd'hui la quantité. En tout cas, un engagement de l'Europe aussi également de vouloir investir au travers de la France, puisqu'il y a eu une signature pour l'instant d'une possibilité d'avoir une acquisition de 2 Canadair supplémentaires par l'Europe. Bon, c'est des choses qui sont je dirais en discussion et dans les prochaines saisons. Voilà, donc pour l'instant, nous avons 12 Canadair et 5 Dash pour la saison, avec 2 hélicoptères lourds qui seront loués, un pour la Corse et un pour le continent cet été. Donc c'est une force de frappe assez importante, avec 3 moyens, donc Beach pour la coordination et le commandement, 3 avions de tourisme, entre guillemets, des avions importants qui transportent jusqu'à 10 personnes. Et donc, on a un Dash de plus que l'année dernière et on a un hélicoptère lourd loué de plus que l'année dernière, si c'est pour donner une comparaison par rapport à la saison 2020. Voilà. Alors, peut-être, mon colonel, une autre question sur, on a évoqué l'Europe, le mécanisme européen de protection civile. Est-ce que c'est la solidarité à un autre niveau aussi qui peut jouer? Et dans ce cadre-là, comment jugez-vous la préparation des pays voisins limitrophes, que ce soit justement sur la composante aérienne, mais aussi sur la composante terrestre, et le fait de la montée en puissance quand même à l'échelon européen de Rescue, comment vous trouvez ces pistes et comment vous les analysez? Moi, je pense qu'on a une chance aujourd'hui, c'est de développer cette synergie européenne. On avait une problématique jusqu'à présent, c'est que les pays scandinaves ou dits du nord de l'Europe ne pensaient pas que le sujet feu de forêt les atteigne et doivent les mobiliser. En 2014, j'étais en fonction au sein du cabinet du ministère du ministre de l'Intérieur, et on avait déjà dépêché 2 avions bombardiers d'eau avec un Beach dont parlait François Pradon, pour justement assurer un renfort dans le cas de Rescue de la Suède. En 2018, me semble-t-il, nous sommes repartis en Suède, mais cette fois-ci avec des avions, mais du personnel au sol. Donc, c'est la première fois aussi où l'on envoie des gens en Australie, sachant qu'on a d'autres territoires. On pense à la métropole, mais on a la Réunion qui, chaque mois de novembre et décembre, ou à partir d'octobre, est soumise au feu depuis 2010. On y envoie le Dash. On a la Nouvelle-Calédonie où il y a de nombreux feux de forêt. Donc aujourd'hui, le sujet de l'entraide au niveau planétaire sur ce sujet de la réponse face aux feux de forêt, il est évident, nécessaire, et la France doit jouer un rôle.
Alors, nos autorités, nos ministres le savent. C'est la raison pour laquelle le contrôleur général Pradon évoquait justement les avions qui étaient acquis en partie par l'Europe, mis à disposition sur le sol français pour intervenir sur toute l'Europe à partir de Nîmes. Nîmes peut être justement le porte-avions de l'Europe en matière de lutte contre les feux de forêt. Et ça doit devenir le pôle d'excellence. Et le pôle d'excellence est un autre sujet, c'est là où doit se concevoir, ou peut se concevoir, toute la doctrine, tout le partage, tout ce qu'évoquait Rémi Savasi au niveau européen, tout le retour d'expérience dont on peut bénéficier, parce que lorsque le Portugal a connu ces drames il y a 3-4 ans, c'est bénéficier aussi de ce retour. Aujourd'hui, il faut le comprendre, quand on nous parle de réchauffement climatique, quand on nous parle de développement durable, quand on nous parle de toute cette lutte qui doit être faite pour justement préserver notre planète, nous, on est en bout de chaîne. Et on a cette réponse-là et on le constate au quotidien. On peut parler des feux d'espace naturel, qui est le sujet aujourd'hui, mais on peut parler des événements climatiques avec une intensité, une récurrence régulière. Donc, tous ces événements, on les constate. Donc, si on n'a pas de solidarité territoriale, si on n'a pas une solidarité au plan européen, un seul pays ne pourra pas faire face à l'acharnement finalement de ce fléau que peut être le feu de forêt. Donc, une ouverture à l'Europe. Mais si on part de l'autre côté, et je pense notamment aux collectivités territoriales, est-ce que le rôle, et là je reviens vers Monsieur Savasi, sur le rôle des sapeurs forestiers, le rôle des comités feux de forêt également, armés par des volontaires qui peuvent constituer une veille, un guet également, est-ce que c'est aussi important que le rôle essentiel évidemment des sapeurs-pompiers dans la lutte, ou tout au moins dans la prévention et la veille des territoires? Alors oui, tout à fait. C'est en complément de ce que présentait le contrôleur général Pradon sur les moyens des SDIS et le guet aérien armé. Il ne faut pas oublier que les forestiers, même si ils ne sont pas chargés de la lutte en tant que telle, il y a toute une phase à l'intervalle entre la surveillance et la lutte, où on fait de l'intervention sur feu naissant. Donc, que ce soit les forestiers sapeurs des conseils départementaux ou des forestiers de l'ONF financés par des missions d'intérêt général donc qui nous sont confiées par l'État, interviennent en patrouille, donc avec des pick-up avec 700 litres d'eau, et couvrent un maillage territorial assez important, puisqu'on est donc je n'ai pas tous les chiffres en tête pour les forestiers sapeurs, mais ils sont à peu près autant ils font à peu près autant de patrouilles que nous. L'ONF met en œuvre une centaine de patrouilles tous les jours de l'été sur la zone méditerranéenne. Et il me semble que entre tous les départements qui ont des forestiers sapeurs, ils en font à peu près autant. Et ça a un impact aussi important sur les départs de feu. On traite tous les ans entre 300 et 500 interventions décisives sur des feux qui vont rester du coup des feux naissants et qui ne seront pas des grands feux ensuite. Donc ce maillage-là, il est important, il faut le maintenir tous autant qu'on est. Et peut-être le renforcer. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut l'étendre peut-être progressivement dans les zones émergentes? C'est des choses qui pourraient se faire. Encore faut-il, comme le disait Grégory Allione, il faut trouver des financements. Donc c'est les ministères qui financent ça essayent de continuer de maintenir un bon niveau de financement, donc c'est bien. Est-ce qu'ils trouveront les ressources pour dans les années futures le développer encore plus? On le sait pas, mais ce serait souhaitable, en ayant toujours ce que je disais, cette réponse adaptée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller mettre en place le même dispositif que ce qu'on a dans le Var, dans les Vosges, mais il va falloir progressivement s'habituer à ce qu'il y ait des besoins qui émergent et qu'on ait besoin de les mettre en œuvre. Oui, mon colonel.
Oui, je voulais intervenir parce que ce qu'évoque Rémi et tout le monde là, on évoque le sujet en fait, de notre capacité à répondre dorénavant. Euh, Moi, on peut faire un tour d'Europe, un tour au niveau international. Il se passe quelque chose en ce moment. On y fait face, on essaie d'anticiper, mais ça va demander aussi une gestion institutionnelle. Parce que quand je vous citais le département de la Nièvre, je n'ai rien contre la Nièvre, mais c'est pour l'avoir constaté au mois de septembre, justement, ce qui était très marquant pour ce qui me concerne, c'était de circuler sur ces routes de la Nièvre et de voir que tout le long de la route, il y avait eu des départs de feu, ce qui est plutôt habituel des bords de route du sud de la France. La Nièvre n'y arrivera pas, la France seule n'y arrivera pas. Le sujet devient, je dirais, tout à l'heure j'ai évoqué le terme, devient plutôt planétaire, à l'échelle de continent même, ce que l'on a vu en Australie. L'Australie, pourtant tout puissant, avec une capacité importante, qui aujourd'hui se pose la question et qui d'ores et déjà a entrepris des partnerships avec le Canada, les États-Unis, puisque quand nous étions avec les 4 autres collègues là-bas en mission, nous avons vu des Canadiens en poste, nous avons vu des Américains en poste là-bas pour permettre justement cette interaction entre les territoires. Il y a un vrai sujet de portage politique. Aujourd'hui, on nous dit le ministère de l'Intérieur est en charge d'eux. On nous dit les collectivités. On nous parle du ministère du Développement durable, de l'écologie. Donc, on voit bien, malgré tout, qu'on a une réponse qui permet à plusieurs acteurs d'intervenir. Est-ce que c'est le bon modèle ? Première question, parce qu'il y a ce sujet de portance et de gouvernance. Dans d'autres pays, on parle de ministère de la protection civile. On le voit bien aujourd'hui avec la crise sanitaire. On le voit bien avec de nombreux événements, si on peut parler des événements qu'ont subis nos collègues maralpins dans les différentes vallées au cours de l'hiver. On voit bien que le sujet feu de forêt devient un sujet qui nécessite des moyens importants que parfois les collectivités ne vont pas pouvoir avoir pour faire face à ce fléau. Donc, il y a un vrai sujet de réponse opérationnelle sur le plan, je dirais, matériel, humain, et il y aura nécessairement un sujet de gouvernance, mais qui prendra du temps. Mais je pense que certains sénateurs, certains collègues qui sont au Parlement par ailleurs, peuvent se poser la question de cette gouvernance, de la gestion de crise et pour y faire face tactiquement. Alors oui, mon collègue, c'est un vaste sujet et je vous rejoins. Il y a toute la question de la gestion de crise et on le voit bien avec la question Covid en interministériel et aussi de la gestion interministérielle des risques comme celui du feu de forêt. On va continuer avec un certain nombre de questions parce que c'est rare qu'on ait un talk où on a autant de questions. Alors, je ne pense pas qu'on pourra tous les prendre, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'innovation dans la problématique feu de forêt, que ce soit en termes de lutte, produits, façon de faire, et est-ce également en matière de commandement et de contrôle, est-ce que vous êtes suffisamment bien doté ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine de l'innovation qui intéresse beaucoup d'industriels qui sont là ce soir et qui ont posé quelques questions sur ces sujets-là? Alors, je ne sais pas qui veut reprendre, mon colonel. Et puis après, oui, on est dans la recherche perpétuelle de l'innovation, mais il y a 2 objectifs dans l'innovation. Il y a premièrement l'efficacité opérationnelle, mais avant tout et surtout la sécurité de nos personnels. Aujourd'hui, l'innovation, elle va surtout permettre de protéger nos personnels parce que, je le rappelle, le feu de forêt, c'est là où on a le plus de drames et où il est le plus délicat d'intervenir. Donc l'innovation, oui, pour la protection de nos personnels. Et deuxièmement, oui, on se sert de l'innovation. On a déjà intégré les drones dans le dispositif. On a déjà intégré de nombreux éléments en termes de cartographie, de tout ce qui est imagerie. Donc, oui, l'innovation. Je voudrais rebondir sur l'imagerie, puisqu'il y a à la fois aujourd'hui l'imagerie satellitaire que vous connaissez. Est-ce que, par exemple, les nouvelles constellations de satellites vont vous aider dans le problème satellitaire? Il y a également les drones, dont on n'a pas parlé, mais qui sont des vecteurs aériens nouveaux et intéressants à différentes tailles, parce qu'on connaît les drones, les mini-drones, mais il y a aussi les drones de plus grande ampleur qui pourraient jouer probablement un rôle dans la surveillance. Comment vous voyez toutes ces innovations se structurer? Alors là, je pense que tous les deux, colonel et monsieur le commandant général, vous pourrez vous exprimer à tour de rôle. Qui veut démarrer? Je finirai, je laisserai la parole à François, mais
il y a effectivement le sujet aérien avec un développement de la partie drone et un développement de la partie, je dirais, imagerie, qu'elle soit satellitaire, qu'elle soit à partir des drones, parce que les drones ont plusieurs capacités. Ils peuvent tirer des tuyaux, ils peuvent nous donner du renseignement sur la lisière, la chaleur de la lisière avec de l'image infrarouge. L'imagerie satellitaire nous permet de connaître les contours, et je pensais à l'imagerie aussi à partir d'avions, et notamment l'État va se doter d'une boule optronique pour permettre justement au commandant des opérations de secours d'avoir une vision plus précise de son feu et de l'avenir de son feu. Mais il y a quelque chose qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que pour éteindre des feux, il faut des hommes. Et même si on a toutes les innovations qui vont permettre de les mettre en sécurité et de leur donner des éléments de commandement, il faudra toujours de la ressource humaine. Et parfois, c'est bien d'innover, mais il faut savoir préserver aussi notre richesse. Et notre richesse aujourd'hui aussi, ce sont des hommes, ce sont le volontariat, c'est le bénévolat, ce sont les réserves communales de sécurité civile, ce sont nos forestiers sapeurs, c'est l'ONF. Je le dis là aussi de manière très libérée, parce qu'on a une connaissance et un savoir au sein de l'ONF qui est souvent et régulièrement mise en cause du fait d'un financement particulier. Donc c'est toute cette richesse que l'on possède qu'il faut d'ores et déjà préserver, et ensuite on peut prospérer. C'est le contrôleur général. Ouais, sans revenir sur ce qu'a dit Grégory à l'instant, simplement, effectivement, l'État a bien pris, je dirais, la tournure de l'innovation, puisque deux choses importantes. Donc, comme ça a été souligné, nous allons avoir pour cette année une expérimentation avec donc un avion de reconnaissance doté d'une boule optronique. Nous avons une deuxième boule qui sera demain possiblement, je dirais aussi en fonctionnement. Ça nous permet d'avoir deux ou trois choses importantes sur un feu de forêt, comme il l'a souligné, une possibilité d'avoir une précision sur le contour des feux, sur la puissance du feu, sur l'environnement et l'évolution du feu. Donc ça sera quelque chose qui sera important, puisque ça sera retransmis en direct auprès de l'état-major et auprès du commandant des opérations de secours. Donc c'est une aide à la décision importante. Une deuxième chose aussi, c'est une précision, pouvoir être plus précis avec les largages d'avions, parce que effectivement, avec cet avion, on pourra, je dirais, aider et surtout donner des coordonnées importantes et précises aux avions bombardiers d'eau pour justement aller le plus en sécurité possible, taper sur des équipes qui seraient en difficulté, comme on l'a malheureusement chaque année. Donc effectivement, l'innovation, c'est important. Je suis d'accord aussi pour dire qu'il faut revenir aussi aux fondamentaux. Mais en tout cas, l'objectif aujourd'hui pour la zone sud, mais effectivement pour l'ensemble des zones de la France, c'est d'essayer de ne pas réinventer des choses, mais surtout d'être au plus près de l'évolution. Et notamment, on n'échappera pas au fait que, et je le dis pour les industriels, on n'échappera pas au fait que de toute façon, l'évolution climatique fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de chaleur importante et il y a de plus en plus de sécheresse. Mais en tout cas, pour nous, ce qui nous semble important en termes d'évolution climatique sur les feux de forêt, c'est surtout ce qu'on appelle, nous, la strate herbacée, la strate basse, qui est soumise plus que la strate donc arbustive aux conditions de sécheresse et aux conditions de forte chaleur. Et effectivement, une grosse canicule dans le centre de la France ou dans l'est de la France peut avoir de grosses conséquences sur la strate herbacée, comme en Provence ou comme sur le Bordelais, et d'avoir les mêmes conséquences de feu. Et donc là, il va falloir qu'on soit innovant là-dessus, parce que il va falloir dupliquer les moyens. On n'a pas l'argent, donc il va falloir être ingénieux, notamment sur moi, je pense à une évolution, pourquoi pas, de la doctrine d'attaque, de la doctrine de fonctionnement sur les feux dits d'espace naturel et pas forcément en feu de forêt, et qui sont, il faut démystifier un certain nombre de choses qui sont à mes yeux autant dangereux, voire peut-être même plus dangereux que des feux de forêt, parce que ce qui se passe, c'est pas dans la forêt où se passent les dangers. Là où se passent les dangers, c'est à l'interface entre la forêt et entre les habitations. Et c'est là où, malheureusement, les commandants d'opérations de secours sont obligés
de mettre des pompiers pour faire le rempart quand c'est pas débroussaillé, le rempart pour protéger les hommes et pour protéger les maisons. Et c'est là où il y a les risques. Et ces risques-là, on peut très bien les avoir très 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 rapidement dans les 10 années qui viennent. En majorité dans la France, avec des feux qui ne seront pas forcément des feux de forêt, mais qui seront des feux d'espace naturel. Voilà. Donc, je crois que c'est sur ça qu'il faut innover, c'est qu'il faut anticiper ces risques-là qui vont être prédominants, je le pense, dans les 10 prochaines années, si la température continue à augmenter et si la sécheresse continue à s'installer en France, comme c'est le cas depuis les 10 dernières années, parce que faire plaisir à Mme Weiss, qui est en audio, en visio, et je lui fais un petit clin d'œil parce que c'est une des grosses collaboratrices de la zone pour la préparation de la saison feu de forêt. Je peux vous dire que dans les 10 dernières années, nous avons eu les 8 plus fortes années en chaleur et en sécheresse. Et donc, ça veut bien dire qu'on va vers une tendance, de toute façon, à une élévation de la température. Et donc, ça, il va falloir qu'on y fasse face. Et c'est là l'innovation, à mon avis, la plus importante. Et la deuxième chose, c'est garder à l'esprit qu'on doit protéger les intervenants, comme l'a dit Grégory Allione à l'instant, et les intervenants et le matériel qui est très, très précieux face à ce fléau qui va très vite. Je rappelle des puissances de feu de l'ordre de 4 km/h sur des heures de lutte. Ça vous donne à peu près la distance de feu quand vous avez un feu qui démarre à 13h ou 14h et qui est pas fixé le soir. Vous voyez à peu près à des raisons de 2 à 3 km/h en moyenne combien de parcours il a fait dans la forêt méditerranéenne ou dans d'autres forêts. Alors, merci, Monsieur le Contrôleur général. Alors, on va essayer de retrouver Patrick Bottet qui est revenu, qui a eu des petits problèmes d'Internet. Patrick, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui, on vous entend bien. Bon, super. Ravi de retrouver des têtes bien connues sur cet écran, pour participer à ce talk vidéo qui est de grande qualité. J'en doutais pas, mais ça fait plaisir d'entendre des gens très expérimentés qui parlent de sujets qu'ils maîtrisent. Donc, moi, je voudrais intervenir, si vous voulez bien, sur les pistes d'amélioration. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce que nous faisons aujourd'hui? Parce qu'effectivement, je rejoins tout à fait François Pradon et Greg Allione, la doctrine française, bien qu'elle soit très coûteuse, elle nous est enviée par tous les pays du monde. Vous savez que je suis également un grand voyageur. J'ai pu me déplacer, comme certains d'entre vous, dans des pays très, très éloignés. Et sincèrement, quand je vois comment travaillent les collègues dans certains des pays qui ne sont pas qui sont des pays à fort PIB, c'est pas des pays tiers-monde, on comprend qu'ils nous envient notre doctrine. Pour autant, comme ça a été dit déjà tout à l'heure, avec l'augmentation du risque sur le territoire français, on voit que cette doctrine, c'est pas la doctrine, mais c'est la mise en place de la doctrine qui va être de plus en plus difficile. Et je salue là l'initiative de la zone d'avoir reconduit l'allocation de 125 pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, pour 2021, et d'avoir pris en compte d'ailleurs les retours d'expérience que nous avons pu faire s'agissant de la capacité des LIH et de pouvoir emporter du personnel. On voit bien qu'on cherche, avec tous ces gens qui sont aux manettes aujourd'hui, tous les moyens de perfectionner les outils de lutte qui sont mis à disposition des pompiers. Quand j'entends dire que le Dash est redoutable, oui, le Dash est redoutable. Tout le monde disait que c'était un avion qui n'était pas agile. Quand on le voit se déplacer dans les massifs de l'intérieur de la Corse, on comprend qu'effectivement, c'est un engin qui est particulièrement redoutable. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a donc peut-être quelques pistes d'amélioration. Si on redécline la doctrine, le premier élément, c'est éviter les feux. Alors là, je me tourne aussi vers Rémi et vers l'ONF et vers tous nos collègues qui participent à la prévention avec nous. Il y a un vrai sujet sur un aménagement intelligent de l'espace. Il a été évoqué l'interface habitat-forêt. C'est vrai aussi pour l'interface habitat-espace naturel aujourd'hui. Nous, on a vu en 2017 sur le feu de Bigouille, un feu qui a dégueulé sur des lotissements en pleine ville, quoi, et qui a été très, très compliqué à gérer. Et là, il y a un vrai sujet. Donc, je pense qu'on a des efforts à faire là-dedans, de faire
un aménagement intelligent de l'espace en impliquant les utilisateurs de cet espace. Pendant longtemps, on a été opposé à nos amis éleveurs, notamment en Corse. Je le dis d'autant plus tranquillement qu'on a travaillé beaucoup avec des anciens comme le colonel Battès ou Jacques Casanova à ramener un comportement normal et on s'en félicite aujourd'hui. Mais ces gens-là qui utilisent l'espace, les utilisateurs de l'espace que sont aussi les agriculteurs, etc., il faut absolument qu'ils soient associés, mais de manière étroite, à l'aménagement de l'espace. Ça, c'est le premier sujet que je souhaiterais, pour lequel je souhaiterais avoir votre avis. Le deuxième, c'est quid de la lutte de nuit. On a vu d'ailleurs, j'étais à Melbourne quand Coulson pour la première fois, a fait ses essais en 2018 de largage de nuit par hélico, avec un hélico lourd, un hélico pilote. On sait qu'aujourd'hui se développe, et d'ailleurs on a participé dans le cadre du Green Deal à quelques propositions là-dessus, avec des moyens aériens qui pourraient qui pourraient larguer non plus de l'eau en vrac, mais des pellets. Donc, est-ce qu'on a, où on en est au niveau national? Je le sais un peu, mais j'aimerais l'entendre de la voix de mes collègues qui sont bien plus éclairés que moi sur le sujet, où on en est de ce type d'innovation. Bien entendu, je les rejoins totalement sur la grande richesse que représentent les sapeurs-pompiers, les volontaires, les comités feux de forêt, tous les gens, les réserves communales de sécurité civile, tout ça. Mais pour autant, à un moment, il va falloir qu'on améliore cette doctrine Vulcain qui a 30 ans. Et on a aujourd'hui des moyens peut-être de la faire évoluer. Alors, réponse, et puis après, nous avons une question de Madame la sénatrice Lopez sur Nîmes que je n'oublie pas. Voilà. Grégory Allione et peut-être François Pradon après. François, sur Comme le vous largage voulez, de nuit. dans l'ordre que vous le souhaitez. Moi, je peux, si vous voulez, moi, je peux me permettre d'intervenir sur le largage de nuit. Alors, on parle souvent de la doctrine feu de forêt en employant le guet-armé aérien et l'attaque des feux naissants. Bon, sur la doctrine feu de forêt, il y a trois piliers. Il y a effectivement, sans parler de la surveillance et sans parler de tout ce qui est aménagement du territoire. Je pense que Patrick Boutet a raison sur le fait de dire qu'il faut qu'on investisse. C'est peut-être là une grande innovation. On investisse dans l'espace rural et dans l'espace naturel, parce qu'aujourd'hui, la forêt, il y a le code forestier, mais dans des friches et dans des landes ou dans des strates herbacées, il n'y a pas de code forestier. Donc ça, je laisserai le soin à Rémi Savasi de répondre. En tout cas, sur les largages de nuit, et revenir sur la technique de lutte, il y a trois piliers. La première, c'est l'attaque des feux naissants. La deuxième, c'est l'attaque massive. Nous sommes le seul pays aussi à engager des norias d'avions et de norias de Canadair, et donc tous les pompiers le savent, qui sont connectés aujourd'hui, c'est pas de l'attaque, je dirais, disséminée avec un ou deux avions, c'est souvent, on essaye de mettre 4, alors je dis bien on essaye de mettre, parce que de temps en temps, quand il n'y en a que 3 à Nîmes, parce que les autres sont engagés, on a une noria de 3, mais en tout cas, on essaye d'engager le maximum d'avions pour être efficace le plus rapidement possible. Ça, c'est la deuxième doctrine. Et la troisième doctrine, on est aussi les seuls à faire ça. C'est qu'on a une attaque combinée aéroterrestre. Et c'est très, très dangereux. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on pousse à outrance la sécurité du personnel avec la formation qui est enseignée à Valabre, au niveau du chef de groupe, chef de colonne, chef de site. On apprend à nos pompiers, à nos commandements, de pouvoir intervenir en quinconce par rapport aux avions. D'autres pays ont fait d'autres choix, et c'est ceux-là qui interviennent aussi la nuit, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord une attaque massive aérienne, où les pompiers ne sont pas engagés sur le terrain, et une fois que l'attaque massive a été faite au niveau aérien, ils vont faire l'extinction. Bon. Nous, on a une particularité, c'est que ceux qui ont voyagé dans les pays, c'est rare les Mistral à 100 km/h ou les vents à 100 km/h dans des méga-feux. Et effectivement, nous, si on a trop de mitage, on a trop de rapidité de feu, si on prend cette technique, c'est-à-dire de ne pas engager les hommes au terrain, sur le terrain quand les avions interviennent, les avions ne servent à rien. J'explique simplement pourquoi. Parce que le feu de forêt ne s'éteint pas avec les avions. Le feu de forêt est atténué par le largage d'avions.
Et c'est les troupes au sol qui, encore une fois, en quinconce, quand les avions sont en train de retourner à la base pour se recharger en retardant ou sur les plans d'eau pour récupérer de l'eau avec les amphibies, c'est à ce moment-là que les pompiers reviennent sur les lisières, finissent l'extinction pour permettre aux avions, quand ils reviennent 10 minutes après, de pouvoir taper plus loin dans la lisière, ou sinon ils sont obligés de revenir systématiquement là où il y a le feu au départ. Et donc toute cette technique-là peut se faire honnêtement que de journée, et la nuit, ça serait trop dangereux. Alors, pour la nuit, on a des innovations actuellement en cours, puisqu'on est en train de réfléchir à dupliquer, alors c'est très technique, mais à dupliquer des moyens qui vont être disposés sur la zone sud, aux normes de 4 cette année, alors qu'on en avait jusqu'à il y a 2 ans 2 et l'année dernière 3, 4 unités de retardants terrestres. Et ceux-là, par contre, peuvent intervenir la nuit et peuvent continuer le travail qui a été fait par les avions jusqu'au coucher du soleil, et donc entraîner des barrières de retardants jusqu'à 1 ou 2 km de lisière toute la nuit, et donc de façon à attendre la levée du jour et revenir avec les avions. Et on pense pour l'instant que cette technique est beaucoup plus sécurisante et beaucoup plus efficace pour pouvoir libérer des engins de lutte pour être efficace le lendemain, parce qu'on sait toujours que quand on a 3 jours de Mistral, le deuxième et le troisième jour sont souvent plus pénibles que le premier jour. Voilà. Donc ce que je peux dire sur les attaques de nuit, alors effectivement, nous l'attaque de nuit, on l'a fait au niveau terrestre pour l'instant parce qu'elle nous paraît être plus sécurisante pour le personnel au sol. Merci. Peut-être la question maintenant de Madame la sénatrice Lopez, que faudrait-il pour renforcer renforcer pour que Nîmes soit vraiment le pôle d'excellence de l'Europe en matière de lutte contre les feux de forêt et de lutte aérienne? Donc, que pouvez-vous répondre? Alors, qui veut répondre à cette question de Madame la sénatrice du Gard? François pourrait compléter. On est quelques-uns à pouvoir comprendre l'intérêt de la sénatrice, mais l'intérêt du pays à avoir cette base qui soit, comme je l'ai indiqué, le porte-avions de la sécurité, de la protection civile sur le sujet feu de forêt. Mais sur bien d'autres thématiques, parce que le Dash, avion formidable sur la partie bombardier d'eau, mais qui est multirôle, polyvalent, donc qui peut justement être amené à faire de l'expédition de matériel ou de personnel par ailleurs. Le sujet du pôle d'excellence, c'est une reconnaissance par l'Union européenne d'un lieu où justement la formation, la doctrine pourrait se cultiver et être justement l'endroit où l'on échange entre les pays scandinaves, les pays méditerranéens, pour permettre d'évoluer sur l'emploi de l'ensemble des moyens que l'on dispose dans nos pays ou au travers les avions bombardiers d'eau dont on dispose chacun. Donc le pôle d'excellence est vraiment un terme utilisé par l'Union européenne pour donner un cap sur un lieu où l'ensemble des forces se réunissent pour évoquer la problématique, retour d'expérience, améliorer la doctrine, améliorer la formation et l'ensemble des moyens qui sont à mettre en œuvre. Donc, je crois que le ministère de l'Intérieur, le DGS-CGC, est sur le sujet, mais c'est un cheminement auprès de l'Europe qu'il faut entretenir. Et on a un intérêt, nous, Français, je le rappelle, c'est que nous avons Valabre, l'entente qui est la première entité qui a mis en synergie l'ensemble des collectivités territoriales autour de cette problématique. C'est le lieu où l'on forme, où l'on a, tout à l'heure Patrick Bottet évoquait la mission Vulcain, où l'on a rédigé la doctrine, où l'on a justement posé la formation, et il faut que l'on fasse bénéficier de tout cela, non seulement les autres territoires de notre pays, mais en plus l'ensemble de l'Union européenne. Merci. Alors, le temps passe et il est déjà 17 heures, donc je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous pour répondre à une dernière question et en même temps que de faire un dernier tour de piste, parce que nous n'avons pas abordé le dernier thème que je souhaitais, c'est-à-dire l'action vers les populations sur les bons ou mauvais comportements, comment améliorer la situation. Alors, nous avons des suggestions, par exemple, avec une question sur l'idée de faire une carte vigilance météo feu de forêt quotidienne que les Français pourraient s'approprier comme ils s'approprient la carte météo traditionnelle ou la neige l'hiver. Donc, est-ce que ça, c'est une idée? Mais il y en a bien d'autres. Donc, je voulais vous entendre un petit peu sur ce point-là. Donc, je vais proposer à Rémi Savasi de démarrer et puis peut-être la Lyonne et ensuite le contrôleur général Pradon pour finaliser ce talk qui a été extrêmement riche et très dense. Alors, un dernier tour de piste, monsieur Savasi.
Oui, ben, alors je vais faire court parce qu'il y a plusieurs autres choses qu'on aurait pu rajouter, mais rien que ça sur l'amélioration de la culture du risque, il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a le ministère de l'Environnement qui depuis 2 ans, fait une campagne de sensibilisation, alors surtout en été, mais qui est très importante et qui est étendue au territoire national. Donc là aussi, on touche. Avant, on ne faisait de la prévention que dans le sud. Maintenant, on a une campagne qui touche tout le territoire national et qui est assez dynamique. On a beaucoup de monde sur le terrain. On a les pompiers, on a les forestiers. Il y a des gens qu'on a oublié de citer, mais il y a tous les bénévoles des comités communaux. Donc ça existe principalement dans les territoires les plus à risque, mais c'est quelque chose qui pourrait se développer aussi au fur et à mesure de l'avancée du risque dans le territoire. Ça pourrait se développer ailleurs. Et donc, il y a les gardes régionaux qui sont financés par le conseil régional de la région sud. Il y a pas mal d'initiatives qui se font et toutes ces initiatives qui vont dans le même sens sont importantes pour développer la culture du risque, parce que si on progresse dans la lutte, il faut aussi qu'on arrive à progresser dans l'absence d'éclosion des feux. On se rappelle tous, on ne l'a pas cité, mais on se rappelle tous que 90% des feux sont d'origine humaine. Le feu, c'est un risque naturel, mais qui a une cause d'éclosion humaine. Donc, c'est très important. Au plus on arrivera aux limites de nos capacités de lutte, au plus ce sera important de faire de la prévention et d'éviter les départs. Voilà, réduction des vulnérabilités. Mon colonel. Non, moi, c'est bien, on est chez Résilience. Voilà. En fait, le vrai sujet, c'est la résilience de notre pays face à un certain nombre de risques. On pourrait parler de la crise sanitaire, on pourrait parler des inondations. Là, on parle du feu de forêt. Moi, il y a quelque chose qui me marque et que je vais laisser à la sagacité, à la réflexion de l'ensemble de celles et ceux qui partagent ce moment. Lorsque l'on est face au feu, si l'on fait le débroussaillement, si l'on est dans un bâti, normalement, on doit rester à l'intérieur confiné. Je n'ai jamais vu personne dans mon expérience, même les gendarmes demandent à évacuer. Je n'ai jamais vu personne qui restait, tout le monde évacue. Donc ça, c'est le premier. Alors que lorsqu'il y a des inondations, on demande à évacuer et tous les gens restent confinés. Donc c'est qu'on a vraiment loupé quelque chose. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur notre territoire, c'est le sujet de la résilience, de l'acceptation du risque et visiblement de la communication à l'égard de la population. On se posait encore la question il y a quelques années du système de sirène pour alerter la population. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'expérience australienne, nous en revenons. Qu'est-ce qui se passe en Australie ? Il y a non seulement l'acceptation du risque, il y a le respect des consignes données par les autorités et lorsque l'on fait une conférence de presse en Australie, c'est le sachant, c'est le sapeur-pompier qui commande les opérations, qui va justement donner les consignes. Et pour autant, ça n'entache pas le travail interservice parce que le mode de commandement qu'ils ont là-bas, c'est d'associer l'ensemble des services et notamment les opérateurs, que ce soit les radiotéléphonies, l'eau, l'ensemble des réseaux routiers. On associe tout le monde pour répondre à une situation de crise qui va impacter notre modèle de vie social et économique. Mais le vrai sujet que l'on a découvert là-bas, c'est qu'il y avait une application qui était Far Near Me, tout simplement, où l'on pouvait savoir où il y avait des lieux d'éclosion, combien de surface il faisait, quelles étaient les conséquences sur les réseaux routiers, sur les infrastructures de vie économique et aussi sur la pollution compte tenu des fumées. Donc je pense qu'on a à progresser, on a à donner des éléments de doctrine, des éléments de réponse opérationnelle parce que nous avons la capacité à dire que effectivement notre modèle est envié. Pour autant, on doit progresser sur le sujet de la résilience des populations, l'acceptation du risque et l'information, l'éducation des populations. Bah, écoutez, donc je suis confus. Nous avons perdu le contrôleur général Pradon, mais je pense, mon colonel, que vous avez dit l'essentiel. Je pense aussi qu'effectivement, la crise sanitaire, on n'en a pas parlé. On aurait pu parler de l'impact de cette crise sur une saison feu de forêt. Bon,
elle est probablement limitée cet été, mais ce n'est pas totalement négligeable non plus, notamment en termes de ressources humaines, de sécurité des groupes, etc. Mais le vrai sujet, vous l'avez abordé, et vous savez qu'on y est très sensible au comité, c'est cette notion de résilience et cette notion de partage, je dirais, de l'ensemble de la prévention, des actions, et d'aller un petit peu plus profond que tout va bien, tout est sous contrôle. Donc, c'est un peu l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin avec les citoyens, avec les élus locaux, avec les entreprises, pour que ça soit vraiment une culture partagée générale. Donc, merci à vous tous. Merci pour vos propos qui étaient à la fois techniques mais très complets. Merci à notre auditoire et merci aux élus qui ont dégagé un peu de leur temps pour être avec nous aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à un prochain talk vidéo. Ce talk-là, vous pourrez le revoir en ligne dans très peu de temps sur notre site internet si le sujet vous intéresse ou si vous n'avez pas pu tout suivre. Voilà, puisque les problèmes techniques arrivent aussi. Un grand merci à vous tous, bonne soirée et à bientôt, et bon courage pour cette saison feu de forêt qui, j'espère, ne sera pas trop dure cette année. Voilà, parce que je crois que tout le monde a déjà bien souffert, donc, et que vous souffrez tous les week-ends, et on salue notamment l'engagement des sapeurs-pompiers sur la campagne de vaccination. Donc, on sait que c'est très dur, que c'est très lourd, et donc j'espère que ça ne sera pas encore plus lourd cet été avec la campagne feu de forêt. Donc, un grand merci à tous et pour l'engagement des sapeurs-pompiers, des forestiers et de tout le monde. Merci à tous et bonne soirée.